Dans le New Jersey, John est un homme neuf. Depuis que je prends ce que m'a prescrit le Dr Sorpi, le changement est spectaculaire. En 2 jours, les spasmes et secousses nocturnes ont disparu. C'était incroyable. Mais je m'interdisais d'y croire. Je me disais, j'ai déjà eu des périodes de répit, ne nous emballons pas. Et puis quand on a affiné le dosage, il est devenu évident qu'en dessous d'un certain seuil, les spasmes reprenaient aussitôt. Depuis, il m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller le matin complètement reposé. C'était génial, hallucinant. Le simple fait d'ouvrir les yeux et de me sentir frais comme un gardon, ça ne m'était pas arrivé depuis 5 ans. Fini le loup-garou du sous-sol. Fini la bête qui fait du bruit et perturbe toute la maisonnée. Plus besoin pour tout le monde de faire attention parce que papa essaie de dormir. Je peux rester debout jusqu'à 22 heures et passer du temps avec ma femme. Il a bien meilleure mine et beaucoup plus d'énergie. Sans les tomates? Jolie présentation. Je te sers de la salade? À mesure que les choses s'arrangent et que mon sommeil s'améliore, j'envisage de me réinstaller à l'étage, de partager à nouveau le lit de ma femme. Ça me manque. Pour Mark, le jour du verdict est arrivé. Le jury entre en délibération. Aujourd'hui, quand je lis les articles des journaux, c'est comme s'il ne s'agissait pas de moi. C'est une position très désagréable. Ce n'est pas notre place. Je suis un peu nerveux parce que le verdict va bientôt tomber. Et que mon avenir, ma vie, ma famille sont en jeu, entre les mains d'inconnus. 4 à 15 ans pour crime. L'enjeu est trop important pour moi. Vraiment, je ne suis pas joueur et là, c'est la roulette russe. Je déteste ça. Au bout de 3 heures, le jury rend son verdict. Non coupable. Des larmes de joie, hein? Des larmes de joie. Rosaline? Ce verdict, ils savent à qui ils le doivent. Je suis avec Laurie et Mark, ils sont soulagés et heureux. Et c'est à vous qu'on le doit. Vous nous avez rendu la vie. Je ne vous en remercierai jamais assez. Le docteur Cartwright a parfaitement analysé les choses, de manière à les rendre compréhensibles et concrètes. Plus elle parlait du somnambulisme, plus les gens se disaient « Hé, attends, mon père est somnambule ». Tout le monde a une anecdote. Ce n'est plus si rare. On connaît tous un somnambule. Du style, mon oncle était dingue, il marchait pendant son sommeil. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Merci. Oui, merci, mais ça ne suffit pas. On va lui offrir des vacances. On va emmener le docteur Cartwright en Floride, par exemple. Il n'avait rien à faire là, alors il a fait demi-tour et il est rentré se coucher. Il ne l'a pas blessé. Il n'a rien volé dans la maison. Dans un cas comme ça, la décision est assez simple pour le jury. Mark a souvent fait ce genre de choses, témoin à l'appui. Il avait de bonnes intentions qui ont mal tourné. Il est pardonnable. Mais quand il y a meurtre, les choses sont quelque peu différentes. Par une nuit de septembre 2000, un crime atroce a lieu dans ce petit village du territoire de Belfort. Lorsque les premiers témoins vont arriver sur place, ça va être un voisin qui va trouver un gamin d'une quinzaine d'années en pyjama, taché de sang, errant, épuisé, confus, et qui va expliquer que ses parents ont été agressés dans la nuit, qu'un grand monsieur tout en noir est venu et a tué et massacré ses parents.
50 coups de couteau sur le père et une centaine sur la mère, et que lui a juste eu le temps de se cacher dans le sous-sol. Mais en même temps, très rapidement, on va se rendre compte que ce discours est très confus, très décousu, qu'en même temps, on voit qu'il ne réalise pas ce qui s'est passé. Et rapidement, les enquêteurs ont pu prouver qu'il n'y avait pas d'autres traces, par exemple d'empreintes, de pas, ou d'ADN, ou de sang, que celles du père, de la mère et du fils. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je ne suis plus l'avocat d'une victime, mais je deviens l'avocat de l'auteur des faits, ou en tout cas le principal suspect. C'est pourtant ce même jeune homme qui, au petit matin du 25 septembre 2000, a sauvagement poignardé son père et sa mère dans leur sommeil. On a affaire à un jeune adolescent de 15 ans et demi qui paraît complètement inséré dans la société, des parents qui eux-mêmes semblent ne souffrir d'aucune difficulté, ne sont jamais fait remarquer, ils sont des gens parfaitement insérés dans un village de campagne où tout le monde les connaît. Pour les gens qui habitaient cette petite région du territoire de Belfort, eh bien, c'était tout à fait surprenant, puisqu'une fois encore, rien n'expliquait un tel acharnement. C'est quand même pas tous les jours, effectivement, qu'on voit une telle violence dans le passage à l'acte. On sait qu'en matière de coups de couteau, c'est rarement un seul coup. Il y en a souvent 4, 5, 6, il peut y en avoir une dizaine. Mais une cinquantaine, voire une centaine, ça questionnait déjà sur les faits proprement dits. L'adolescent est arrêté. Les policiers l'interrogent pendant plusieurs jours. Après une période de confusion, il commence à raconter une version cohérente des événements de cette nuit-là. On va le voir raconter comment il s'est réveillé à 5 h du matin, comme tous les matins, comment il est allé déjeuner. Il va se recoucher vers 5 h 30, et là, il va se réveiller sans doute vers 6 h, 6 h 15, avec ce rêve, avec cette hallucination. Les voix lui disaient « il faut que tu tues, en l'occurrence tes parents, sinon c'est toi qui vas mourir ». Et il va raconter les faits, assez dans leur horreur la plus simple. Il est descendu donc depuis le premier étage où il avait sa chambre, qu'il est allé dans la cuisine, qu'il a pris 2 couteaux, qu'il est allé dans la chambre de ses parents, qu'il a commencé à frapper son père, que sa mère a essayé de l'en empêcher. Et c'est vrai que le père est décédé très rapidement, puisqu'il s'est vidé de son sang très très rapidement. La maman, elle a essayé de retenir son gamin, et c'est à ce moment-là où le gamin s'en est pris à ce moment-là à sa maman, et a tué sa maman, avec la même sauvagerie qu'il avait tué son père 2 minutes avant. On pense, il faut être clair, on pense à ce moment-là à un acte de folie. On pense tout de suite à la schizophrénie, on pense tout de suite à un épisode psychotique, puisqu'on sait en gros que dans notre domaine judiciaire, soit vous êtes psychotique, schizophrène et donc irresponsable, ou alors vous êtes entre guillemets normal et vous êtes responsable. Les cas de double parricide sont rares, et dans 100% des cas sans motif apparent, l'assassin est reconnu schizophrène. L'un des premiers experts sollicités par la Cour pour examiner l'adolescent est le psychiatre Roland Coutenceau. Alors, on n'a pas trouvé d'éléments massifs, pas de dissociation, discordance, peu importe, enfin des signes majeurs qu'on rencontre dans des schizophrénies décompensées. Donc, il n'y a pas de folie, mais il y avait un contexte subdépressif avec des traits de fragilité de personnalité qui amenaient les experts à dire, bon, il y avait quand même une altération de son discernement, mais, comme dit la loi, le discernement n'était pas aboli. Dit autrement, il est responsable de son acte parricide. Ce résultat est surprenant. Le tribunal fait alors appel à un deuxième collège d'experts, qui rend les mêmes conclusions que le premier collège. Quand le procès s'ouvre, j'ai contre moi 4 experts qui viennent dire le gamin doit être condamné. Donc je sais que c'est perdu. Le premier jour du procès, la tension est palpable.
C'est ce même jeune homme qui, au matin... Malgré la position quasi unanime des experts, le motif du crime reste un mystère. La juge, Sophie Machinal, préside le tribunal. Je crois qu'au moment de ce procès en juin 2003, c'est tout de même le flou artistique quasiment le plus total. Le tribunal a beaucoup plus de questions en tête que de réponses, et c'est pour ça qu'il y a toute cette série de questions qui vont être posées aux experts et qui vont donner lieu quand même à un rapport d'expertise de 80 pages, alors que les rapports d'expertise toujours habituels, classiques que l'on trouve dans ces dossiers sont d'une quinzaine de pages à peu près. Il faudra 1 an pour compléter ce nouveau rapport. Contrairement aux 2 expertises précédentes, le 3e collège d'experts conduit par le docteur Dubec étudie une piste radicalement nouvelle. C'est un raisonnement simple. Les faits ont eu lieu à 5 heures du matin. Donc, je me suis posé la question d'un trouble du sommeil qui aurait pu être starter de l'action, qui aurait pu impulser l'action. À partir de là, les vérifications étaient, si je puis dire, simples à faire. Il fallait faire un enregistrement polysomnographique dans le sommeil pour voir s'il n'y avait pas des anomalies électriques, des anomalies à l'électroencéphalogramme. C'est le premier examen du sommeil réalisé sur l'adolescent. 3 ans se sont écoulés depuis la nuit des meurtres. Il a passé presque toute cette période sous traitement médicamenteux à l'hôpital psychiatrique. Le docteur Dubec craint donc que les médicaments et la maturité du jeune homme n'aient modifié certains paramètres de son cycle de sommeil. Mais à 5h20 du matin, à peu près à l'heure où le crime a eu lieu, en phase de sommeil paradoxal, il se met à bouger. Et cet examen a révélé des anomalies, même à 2 examens successifs, même 3 ans après les faits. Il y avait une activité psychomotrice en même temps qu'il y avait l'anomalie électrique. La parasomnie va arriver dans le dossier avec le professeur Dubec. Moi, ni les psychiatres que j'ai pu rencontrer autour de moi dans le privé ne connaissent même, si j'ose dire, le terme de parasomnie. Et moi encore moins. Nous voilà effectivement avec enfin une explication, mais même avec cette explication, on n'est pas certain d'arriver à une abolition complète du discernement. Bon, c'est lui, le docteur Dubec, qui va nous dire il y a non seulement parasomnie, mais cette parasomnie a entraîné une abolition totale du discernement. Les experts n'étaient pas d'accord entre eux. Malgré tout, on en avait 2 qui se prononçaient pour l'altération, 1 pour l'abolition. On aurait pu penser, et vraiment la question restait en suspens, je pense, dans l'esprit de tout un chacun jusqu'au verdict, on aurait pu penser que c'est l'altération qui était retenue par 2 collèges d'experts qui allait primer sur l'abolition. Le tribunal ne peut retenir les contradictions, rester là. Une décision doit être prise. Il fallait impérativement se prononcer sur une responsabilité coupable ou pas, et donc de dépasser ces divergences et ces querelles d'experts. Alors la décision n'a pas été simple, et finalement ce qui a permis de se prononcer, c'est le texte de loi, toujours en référence à ce doute qui profite aux prévenus. C'est ce texte de loi sur lequel le tribunal a pu se reposer et qu'une décision a pu être prise. Le verdict final a été rendu le 3e jour. Cela a été la relaxe. Malade ou coupable, le tribunal pour enfants de Belfort n'a pas voulu trancher. Cette annonce suscite un véritable tollé. Le verdict se heurte à l'incompréhension générale. Placé sous traitement médical pour parasomnie, le jeune homme mène aujourd'hui une vie normale. Mais il se sent toujours étranger aux événements tragiques survenus il y a 8 ans. Le tribunal a pris soin de lui dire que c'est lui qui avait commis le meurtre de ses parents, pour lui préciser qu'il devait s'approprier cette réalité. Et je me souviens d'une phrase, parce que ça m'a marqué, c'est quand même le verdict. C'est vous et vous seul qui avez tué vos parents.
D'après le seul chiffre que nous ayons, les violences pendant le sommeil représentent 2,1% de la population. Ce qui signifie qu'une immense quantité de gens violents quand ils dorment ne sont jamais venus dans un centre du sommeil. Beaucoup de patients consultent assez tard par rapport au début des symptômes, surtout s'ils ont des images effroyables. La peur de raconter ça à un médecin et d'être pris soit pour un malade psychiatrique, soit pour un fou, est vraiment prégnante. Tous les phénomènes psychiques ne sont pas psychiatriques. Certaines hallucinations, en particulier les hallucinations visuelles, sont presque toujours causées par une cause neurologique. Quand on leur montre ce qui s'est passé lors de l'enregistrement vidéo, ils sont surpris et contents. Et je pense que ça a une vertu thérapeutique de démystifier ce qui se passe la nuit chez eux. Et on leur dit que c'est pathologique. Alors on dit, bah oui, mais moi si je vis seul, je ne serais jamais venu consulter puisque je ne m'en rends pas compte. On ne sait pas grand-chose de ces états. Les recherches sont extrêmement compliquées. Dans la mesure où ils se produisent pendant le sommeil, ils sont difficiles à étudier. On a quelques données, bien sûr, et elles ne cessent d'augmenter avec le temps. Mais on est toujours très en retard par rapport à d'autres types de troubles. Plus on en saura, plus ce trouble sera reconnu. Et quand on aura des traitements plus efficaces et une meilleure compréhension de ces phénomènes, les gens en parleront plus librement parce qu'ils sauront qu'on peut les soigner.